Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué le contexte dans lequel s'étaient produites les attaques, les attentats qui ont frappé Israël il y a maintenant une dizaine de jours et qui ont fait 1400 morts et près de 200 otages. Depuis, comme on pouvait le craindre, Israël a réagi de façon extrêmement violente à ces attaques en faisant le siège de la bande de Gaza qui était dirigée par le Hamas à l'origine des attaques terroristes. Problème, Gaza, c'est un territoire minuscule avec 2 millions d'habitants, soit une densité de population de plus de 3000 habitants au kilomètre carré. Et comme vous le voyez sur cette carte, la quasi-totalité de la frontière de Gaza est avec Israël, et donc elle est aujourd'hui fermée, et ce d'autant plus que Israël a décidé un blocus maritime. Donc aujourd'hui, la seule porte d'entrée pour Gaza serait par le checkpoint de Rafah, par l'Égypte, sachant que l'Égypte a fermé ce checkpoint et on essaiera de voir pour quelles raisons. Israël s'est lancé dans une série de bombardements avant de lancer une attaque sur la partie nord. Ces bombardements, à l'heure où je vous parle, parce que les chiffres augmentent, auraient fait 2750 morts, dont 700 enfants. Ce sont en tout cas les chiffres que j'ai trouvés sur Le Monde, donc j'imagine qu'ils ont quand même essayé de trouver des données fiables. Donc on est déjà sur un bilan humain qui est considérable, d'autant plus si on considère les morts d'enfants. Je ne dis pas que les 2000 autres morts ne comptent pas, mais par définition, un enfant est un civil et tuer un enfant constitue un crime de guerre. L'armée israélienne a annoncé vouloir occuper le nord de Gaza et donc concentrer ses bombardements sur le nord en invitant très fortement les Gazaouites à fuir vers le sud. Or, on observe que le sud aussi de la bande de Gaza a été bombardé par les Israéliens, y compris un hôpital très récemment faisant 200 morts. On peut donc questionner la notion de terrorisme israélien. Alors c'est quelque chose qui apparaissait dans les commentaires sur la vidéo précédente que je n'ai pas validé parce que jusqu'à récemment, je ne trouvais pas que le terme de terrorisme était approprié pour parler des actions d'Israël, car leurs objectifs sont avant tout militaires. Quand ils ciblent un bâtiment, ils essaient de prévenir la population pour que ce bâtiment soit évacué avant l'explosion du bâtiment. Or là, le bilan est assez considérable. Donc je ne vais pas trancher moi cette question, parce que je n'ai pas les... en termes de sciences politiques, une maîtrise suffisante des notions telles que qu'est-ce que le terrorisme. Mais je suis quand même allé voir le musée mémorial du terrorisme, qui est un projet de musée en France, qui serait consacré justement à l'histoire du terrorisme. Et voici la définition qu'ils en proposent. L'usage ou la menace d'une forme de violence extrême, intentionnelle, disproportionnée, entraînant des destructions de vie, d'infrastructures, d'informations, l'intention d'intimider ou de déstabiliser un système en place pour le détruire ou le pousser à agir contre sa volonté, le caractère souvent organisé, une dimension spectaculaire, l'existence d'objectifs politiques, religieux, sociaux, le rejet des lois nationales et internationales, au nom d'une légitimité autre. Bon, mais ça déjà, là on y est clairement. Bon, il y a des aspects, effectivement, mais peut-on parler de terrorisme d'État étant donné que généralement le terrorisme est dans une logique d'un petit groupe non étatique qui agit justement contre des symboles étatiques. Et là, c'est inversé. C'est un État qui agit contre une population, mais au nom du fait qu'il vise un groupe au sein de cette population, qui en l'occurrence est le Hamas. Donc voilà, je pense que aussi l'humilité d'un enseignant, c'est de dire quand il ne sait pas. Euh, donc moi, je ne trancherai pas cette question, mais néanmoins, je pense qu'il peut être pertinent de la poser. À tout le moins, déjà, ces bombardements et le blocus qui est fait constituent au moins un crime de guerre. Parce que
la guerre ne justifie pas tout, hein. Et donc s'en prendre à des populations civiles, finalement, est aussi condamnable dans le conflit russo-ukrainien que dans le conflit entre le Hamas et Israël. Alors, le but de cette vidéo est vraiment d'essayer de comprendre ce dans quoi on peut se situer, ce dont on peut débattre en France et ce qui n'est pas admissible. Je suis vraiment dans une logique de donner des outils conceptuels pour vous permettre de vous positionner en pensant que finalement, si ceux qui regardent cette vidéo peuvent avoir des armes intellectuelles pour penser leur positionnement là-dedans, qu'ils soient pro-israéliens ou pro-palestiniens, eh bien ce sera toujours préférable, finalement, ce débat à la confrontation, à la violence. Cependant, on a deux extrêmes qui sont interdits en France et qui sont pourtant mobilisés à l'occasion de ce conflit. Le premier est l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs. Et on ne peut pas, sous prétexte de soutenir la cause palestinienne, tenir des propos antisémites, comme par exemple a pu le faire Mahmoud Abbas, le président du Fatah. Un petit exemple, qu'est-ce qu'on peut... Mahmoud Abbas parlait d'Hitler. Ils disent qu'Hitler a tué les juifs parce qu'ils étaient juifs et que l'Europe haïssait les juifs parce qu'ils étaient juifs. C'est faux. Les Européens ont combattu... Alors, Européens, c'est bon. Ces gens en raison de leur rôle de la société qui avait trait à l'usure, à l'argent. Selon Hitler, il faisait du sabotage et c'est pourquoi il les haïssait. Et là, en gros, bon, Mahmoud Abbas s'est perdu dans une logique. De toute façon, le mot même antisémite ne peut pas être utilisé parce que sémite, c'est qui viendrait du Proche-Orient. Or, il a repris une théorie peu sérieuse, selon laquelle les juifs ashkénazes, c'est-à-dire les juifs d'Europe, en opposition aux juifs de la Méditerranée, qu'on appelle les juifs séfarades, c'est essentiellement les juifs ashkénazes qui ont subi la Shoah et ont été tués à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et bien, d'après Mahmoud Abbas, de toute façon, ces juifs ashkénazes étaient originaires d'Asie centrale et pas du Proche-Orient. Ce qui n'est pas prouvé. Donc ça, c'est de l'antisémitisme. On va dire, de tout temps, les juifs n'ont jamais réussi à s'intégrer. En gros, englober l'ensemble des juifs et les associer à des stéréotypes négatifs, ça c'est de l'antisémitisme. Et ça, ce n'est pas permis en France parce que c'est de l'incitation à la haine. Concernant ceux qui seraient tentés par l'argument de tout temps, les juifs ne se sont jamais intégrés, etc., je vous invite à consulter le chapitre 2 de mon cours de seconde consacré à la Méditerranée médiévale. Et vous verrez que même au temps des croisades, le bassin méditerranéen était un lieu d'affrontement, mais aussi d'échange. Un lieu d'échange dans lequel les juifs jouaient un grand rôle, en particulier en Espagne. Voilà. Donc, voilà, je vous invite à creuser là-dessus si cette question-là vous intéresse. Bon, à l'opposé, nous avons le racisme. Et là, je reprends les mots tweetés par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui disait « J'ai ordonné un siège complet de Gaza. Nous combattons les animaux humains et agissons en conséquence. » Là, c'est très problématique, parce que les animaux humains... il n'est pas explicité que les animaux humains, ça ne qualifie que les combattants du Hamas qui ont commis les actes terroristes. Si on l'associe à la phrase précédente, j'ai ordonné un siège complet de Gaza, donc les habitants de Gaza sembleraient associés à ce qualificatif d'animaux humains. Ça, c'est du racisme, c'est-à-dire que vous considérez que certains groupes ethniques sont inférieurs à d'autres, et cela fait frémir, parce que toutes les logiques génocidaires ont commencé par une déshumanisation du groupe social. Qu'il s'agisse des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse des Arméniens dans l'Empire ottoman, qu'il s'agisse des Tutsis, du massacre des Tutsis au Rwanda en 1994. Généralement, on associe le groupe social à un parasite,
à des animaux, à des rats, à la peste. Et à partir de là, le fait de le mettre à distance, voire de l'éliminer, est présenté comme quelque chose de préventif. On présente le massacre comme quelque chose d'inévitable, d'indispensable pour sauver le groupe social majoritaire. Donc, en France, la liberté d'expression ne permet ni l'antisémitisme, ni le racisme. Même si on peut considérer finalement l'antisémitisme comme une forme de racisme qui ciblerait les juifs en particulier. Bon. Par contre, à partir du moment où on se situe ni dans l'un ni dans l'autre, en France, on doit pouvoir être libre d'exposer son opinion. Alors l'opinion, qu'est-ce qu'elle peut être? Eh bien, il y a l'antisionisme. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que par exemple, si on regarde le logo du Hamas et du Fatah, nous voyons que c'est l'ensemble des territoires palestiniens plus d'Israël qui est en vert. Donc là, on a cette idée que finalement, l'État d'Israël n'a pas sa place. Il doit être englobé dans le futur État palestinien. Donc l'antisionisme, c'est l'idée que Israël en tant qu'État ne doit plus exister. Donc c'est la position du Fatah et du Hamas qui, comme on l'a vu précédemment à travers les déclarations de Mahmoud Abbas, parfois flirtent avec l'antisémitisme, mais pas forcément. Mais c'est aussi la position de certains États, comme l'Iran, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, la Mauritanie, Djibouti, qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité de cet État. C'est une opinion politique radicale, mais en soi, à partir du moment où elle ne dérive pas vers des préjugés antisémites, l'antisionisme est autorisé en France. Alors, du côté toujours pro-palestinien mais plus modéré, il y a ceux qui souhaiteraient revenir au plan de partage initial proposé par l'ONU en 1947. Je vous ai dit qu'il y a eu de nombreuses guerres depuis et que ces guerres étant remportées par Israël, Israël en a profité à chaque fois pour étendre le territoire sous son contrôle. Donc finalement, vouloir revenir au plan de partage de 1947 serait très favorable aux Palestiniens. Le paradoxe, c'est qu'à la base, en 1947, les seuls qui avaient accepté ce plan de partage, c'était justement Israël. Vous voyez qu'Israël, sur ce plan de partage, c'était le bleu, hein, alors que maintenant on voit qu'Israël contrôle jusqu'à Jérusalem. Bon, on verra ensuite. Donc ça, on va dire, c'est une position pro-palestinienne marquée, modérée par rapport à l'antisionisme, c'est-à-dire que là on tolère l'existence de l'État d'Israël, mais dans des frontières beaucoup plus réduites. L'autre, on va dire, position pro-palestinienne, plutôt là pour le coup très modérée, on pourrait presque dire que ce serait une vision de neutralité. Bon, neutralité mais qui penche quand même du côté pro-palestinien, c'est revenir appliquer les accords d'Oslo 1993 entre Yasser Arafat et... j'ai oublié. Bon, le Premier ministre israélien de l'époque, qui a justement été assassiné pour avoir fait ça, qui avait été fait, ces accords d'Oslo, sous la médiation de Bill Clinton, président des États-Unis. On peut reprocher quand même aux accords d'Oslo de pencher plutôt en faveur des Israéliens. Et d'ailleurs, la figure des États-Unis comme médiateur est contestable, parce que généralement, ils se sont quand même plutôt portés davantage comme un soutien d'Israël que comme un soutien de la cause palestinienne. Et donc, ils sont décriés parfois comme étant voilà, un arbitre plutôt partial. Et dans l'idée de ces accords d'Oslo, eh bien, pourquoi pas le déploiement de forces de l'ONU pour s'interposer. Et le fait aussi de placer des observateurs internationaux dans des points de tension. Et ça va vous étonner par rapport à ce dont l'actualité parle, hein, c'est-à-dire des affrontements à Gaza, mais depuis 2 décennies, les points de tension, c'est essentiellement plutôt Jérusalem et Hébron, cette ville ici, dont on reparlera ensuite. Alors, si, voilà, les accords d'Oslo, c'est ça. En gros, Israël en vert, en bleu, des territoires
palestiniens mais sous contrôle israélien, que l'on a là en rose, et puis quelques territoires contrôlés par l'autorité palestinienne seule ou par l'autorité palestinienne plus Israël. Et donc il y a une sorte, vous voyez, d'émiettement comme ça du territoire palestinien, en plus avec différentes zones d'occupation. Donc on pourrait penser que ces accords d'Oslo de 1993 favorisent très fortement Israël, mais regardez la situation avant. En fait, avant ces accords, Israël contrôlait de facto toute la Cisjordanie et toute la bande de Gaza. Donc certes, après les accords d'Oslo, les Palestiniens possèdent peu de choses, mais au moins ils commencent déjà à posséder quelque chose. Et donc ces accords d'Oslo, ça va être la possibilité déjà pour les Palestiniens d'essayer d'exister en tant que nation. Parce que jusqu'ici, certains allaient même jusqu'à dire mais les Palestiniens n'existent pas. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ces accords d'Oslo, ils ont été assez peu respectés, notamment par ceux qui penchent, et donc là plutôt du côté pro-israélien, c'est-à-dire la colonisation de certains territoires en Cisjordanie, avec la justification selon laquelle ces territoires étant considérés comme des lieux saints dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire ce qui correspond à l'Ancien Testament plus ou moins des chrétiens, et bien finalement c'est des lieux qui rentrent en résonance avec le judaïsme et qui pour cette raison, si on accorde finalement une légitimité au discours considérant que finalement les Juifs seraient les héritiers de ce peuple hébreu vivant en Palestine au premier millénaire avant notre ère, et bien voilà, certaines villes comme Hébron, qui était la capitale du roi juif David avant qu'il s'empare de Jérusalem, devraient être occupées par des Israéliens. Donc soutenir cette position-là, c'est un petit peu reconnaître finalement l'état de fait. C'est-à-dire, oui, certes, d'après les accords d'Oslo, certains territoires n'ont pas à être occupés par Israël. Bon, mais néanmoins, ces territoires maintenant, ils sont occupés, donc acceptons les choses telles qu'elles sont. Ça consiste, par exemple, à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Officiellement, au regard du droit international, Israël ne devrait contrôler que la partie ouest de la ville. Donc reconnaître la totalité de Jérusalem comme la capitale d'Israël, c'est reconnaître cet état de fait. Et donc c'est quelque part un petit peu s'asseoir sur le droit international, mais reconnaître du coup les arguments d'Israël comme finalement cette importance de certaines villes comme étant légitimes. Ça, c'est la position des États-Unis, par exemple, qui, sous Donald Trump, ayant déplacé leur ambassade, vous ne pouvez avoir qu'une ambassade que vous situez dans la capitale d'un pays. Donc, en gros, je ne sais pas si demain, les Brésiliens mettent leur ambassade à Bordeaux, ça nous surprendrait beaucoup parce que ce serait pour eux une façon de considérer que Bordeaux est la capitale de la France et ce n'est plus Paris. Parce que sinon, ce sont des consulats que vous mettez. Vous pouvez avoir plusieurs consulats, mais une seule ambassade. Faut savoir qu'aujourd'hui, la France, elle serait plutôt là-dedans. C'est-à-dire que l'ambassade française, elle est à Tel Aviv. Là, pour le coup, la France n'a pas suivi les États-Unis là-dedans. Et on peut dire que même les États-Unis sont un peu divisés là-dessus. En gros, on a la droite avec les républicains qui sont plutôt dans cette frange-là, très pro-israélienne, et les démocrates, avec Joe Biden, le président actuel, qui sont on va dire, plutôt là, des pro-israéliens modérés. Bon. Par exemple, un exemple récent de cela, le fait que la présence internationale et temporaire à Hébron, c'est-à-dire en fait il y avait des observateurs qui avaient été envoyés à Hébron pour documenter sur d'éventuels affrontements, etc. Puisqu'il y a eu des affrontements entre juifs et musulmans, il y a eu des attentats, enfin bref, c'est une ville très tendue, Hébron. Parce qu'en gros, vous avez 100 000 Palestiniens musulmans et une colonie, très petite colonie de 600 juifs, mais avec des heurts fréquents. Et bien finalement, ces observateurs ont été obligés de quitter Hébron à la demande du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou,
alors qu'on voit qu'ils ne venaient pas de pays inamicaux vis-à-vis d'Israël, à part la Turquie, qui est plutôt pro-palestinienne, mais sinon c'était l'Italie, la Norvège, la Suède, la Suisse. Bon, on pouvait difficilement accuser ces observateurs d'être véritablement pro-palestiniens. Et en octobre 2020, en plus, le gouvernement israélien a encouragé la construction de nouvelles habitations à Hébron. Donc je vous montre Hébron, nous sommes ici. Vous l'avez là. Avec ce lieu très très important et qui suscite beaucoup de tensions, un petit peu comme l'esplanade des mosquées avec le mur des lamentations à Jérusalem dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Ben là c'est le tombeau des patriarches. Bon, où il y a eu... bon. Alors après, il y a une position encore plus pro-israélienne, c'est-à-dire là soutenir la colonisation de l'ensemble de la Cisjordanie. La Cisjordanie étant tout ça, aller jusqu'au Jourdain. Et ça, c'est aller dans le sens de la loi Israël, État-nation du peuple juif, qui a été adoptée par le Parlement, la Knesset, le Parlement israélien, en 2018. Et c'est une loi fondamentale, c'est-à-dire qui a valeur de constitution. Et la constitution, c'est le texte de loi le plus important. C'est le texte le plus important pour un État. Et bon, il dit tout un tas de choses, cette loi, mais surtout cet article 7, concernant le phénomène de colonisation, l'idée que pour l'État d'Israël, donc, le développement de l'implantation juive est une valeur nationale, qu'il s'agit d'encourager et de promouvoir. Donc là, voilà, ce serait partir du principe que l'État d'Israël s'est construit depuis les premiers kibbutz au début du XXe siècle par la colonisation, qu'il y a une légitimité qui serait finalement dans le fait que cette terre promise était habitée par les Juifs il y a déjà 2 millénaires et demi, et que du coup finalement cette implantation elle a vocation à s'étendre jusqu'au Jourdain, qui est un fleuve qui a quand même une certaine importance puisqu'il est cité dans la Bible hébraïque. Et enfin, la vision la plus extrême, et qui, parce que extrême, peut parfois flirter avec le racisme, c'est l'idée d'occuper l'ensemble de la Palestine, c'est-à-dire Cisjordanie plus bande de Gaza, voire même, c'est la volonté d'Itamar Ben-Gvir, d'enlever la citoyenneté israélienne aux populations non juives. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en Israël, il y a majoritairement des juifs, mais il y a aussi des Israéliens de confession musulmane ou chrétienne, qui sont vus comme une 5e colonne par Itamar Ben-Gvir, qui voudrait finalement qu'ils soient expulsés. Bon, Itamar Ben-Gvir pourrait être considéré juste comme un provocateur, hein, il a été inculpé plus de 50 fois quand même, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste pour le coup pro-israélien. Il avait entre autres le portrait de Baruch Goldstein, c'est-à-dire un terroriste israélien. Il a tué 29 Palestiniens à Hébron, la ville dont je vous parlais. Mais ce Itamar Ben-Gvir, ce n'est pas n'importe qui, il fait partie du gouvernement. Dans la coalition de Benjamin Netanyahou, il a étendu sa coalition jusqu'à l'extrême droite, hein, parce que Itamar Ben-Gvir est considéré comme une sorte de fasciste israélien. Alors attention, parce que ça peut vous faire tiquer, le fascisme en soi n'est pas antisémite. Il est devenu sous pression du nazisme et sur le tard, mais à la base, le fascisme, c'est une idéologie qui a vu le jour en Italie dans les années 1920, et vous ne trouverez pas de traces d'antisémitisme chez Mussolini. D'ailleurs, sa maîtresse était juive. Bon, donc tout ça pour vous dire que finalement, effectivement, que ce soit... Alors c'est pas une façon de renvoyer dos à dos ou de justifier quoi que ce soit. Je suis vraiment dans une logique de mettre en contexte. Mais finalement, que ce soit le gouvernement israélien, qui sont, pour certaines de ces figures, pas tous, mais qui pour certaines de ces figures se situent plutôt là, hein, à l'extrême entre ces deux, et le Hamas, qui se situe là aussi, d'un antisionisme, mais qui sombre aussi facilement dans l'antisémitisme, finalement on a une logique des extrêmes qui se nourrissent les uns des autres.
C'est-à-dire qu'il est peu probable que les bombardements actuellement menés par Israël sur la bande de Gaza affaiblissent à moyen et à long terme la cause du Hamas. Parce qu'au contraire, ils risquent par leur violence de braquer l'opinion publique et de la souder contre Israël et de faire oublier l'élément déclencheur qui était les attaques terroristes menées par le Hamas. Et ça, c'est cette logique du pire finalement que cherchent certains groupes de guérilla minoritaires, mais ils recherchent une surréaction de la part des acteurs étatiques de manière à souder la population contre eux. C'est en tout cas ce que l'on a pu observer au Vietnam, durant la guerre du Vietnam. C'est aussi ce qu'on a pu observer durant la guerre d'Algérie, où finalement une réaction, c'est pas à travers une violence, et à fortiori une violence visant les civils, que du coup la cause soit vietnamienne, soit algérienne a été vaincue. Et ce que montre son issue, c'est la défaite des États-Unis au Vietnam, la défaite de la France en Algérie. Donc il est probable, même si là je commente à chaud des événements d'actualité, hein, mais c'est ce que je vous disais il y a une semaine, il est probable qu'en quelque sorte, là, l'État israélien est en train de tomber dans le piège du Hamas. Et quand vous avez un adversaire, voire un ennemi en politique, il est important de voir ce qu'il attend de votre réaction et de faire l'inverse. Et là, il est fort probable que le Hamas anticipait une réaction extrêmement forte de la part d'Israël. Bon, quoi qu'il en soit, et je finirai cette partie-là en vous citant le politologue Raymond Aron, qui nous a quittés il y a 40 ans, pensez bien, en termes de géopolitique, que les peuples n'agissent pas que par intérêt, ils agissent aussi par passion. Israël n'a probablement aucun intérêt dans ce qu'elle est en train de mener là à Gaza, mais ils agissent par des passions, par des émotions qui l'ont emporté sur les simples intérêts géopolitiques. Et c'est pour cela qu'il faut être très prudent quand on anticipe. Parce qu'on pourrait dire, oui, l'Iran n'a pas intérêt à rentrer dans le conflit. Certes, elle n'y a pas intérêt. Maintenant, qu'est-ce que les passions de la population iranienne et de ses dirigeants l'amèneront à faire? Ça, on n'en sait rien. Parce que de la même façon, la Russie n'avait pas d'intérêt à attaquer l'Ukraine. Ça allait lui représenter un coût humain et économique beaucoup plus important que ce qu'elle pouvait en gagner. Mais parfois, voilà, les peuples et les États n'agissent pas en fonction de leurs intérêts, mais en fonction de leurs émotions. C'est en tout cas la leçon de Raymond Aron, et je la trouve quand même assez éclairante. Donc maintenant, on pourrait se demander, bon, quelle est la position de la France et de l'Union européenne dans tout ça? Alors la France, elle essaie d'avoir une position un peu balancée, vous voyez, qui serait dans le milieu de ce tableau. C'est-à-dire que M. Macron, dans le discours qu'il a tenu aujourd'hui, disait « Je soutiens le droit d'Israël de se défendre, mais cela doit toujours être compatible avec le respect du droit international, le droit humanitaire. » Bon, là, pardonnez-moi l'expression, mais il ménage la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'Israël a le droit de se défendre, mais la façon dont aujourd'hui se défend, ce n'est pas en respectant le droit international. Donc, on pourrait dire que la France a une position modérée, ou plutôt pro-palestinienne, mais l'accusation faite par les pro-palestiniens concernant la position de la France, c'est que certes, la France, au niveau de sa diplomatie, de ce qu'elle dit, défend les accords d'Oslo, défend le droit international, mais comme elle ne prend pas de sanctions contre Israël si Israël ne s'y conforme pas, bon, c'est une façon de protester mollement, mais sans s'en donner les moyens. C'est un petit peu comme si vous dites oui, bon, ben, je ne suis pas d'accord avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais ne prenons pas de sanctions contre la Russie. Oui, ce serait un petit peu la position de la France. Le Conseil européen. C'est-à-dire, le Conseil européen, c'est un conseil qui regroupe les 27 chefs d'État ou chefs de gouvernement de l'Union européenne. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon chapitre 4 d'HGGSP que je vais mettre en ligne très bientôt et qui parle de cela. Bon, ben, ce Conseil européen, il a été
convoqué par son président Charles Michel en urgence, et là il apparaît divisé. Vous avez notamment 3 pays, l'Allemagne, la République tchèque et la Hongrie, qui sont ouvertement pro-israéliens, alors qu'au contraire, l'Espagne et l'Irlande ont une figure pro-palestinienne. Et ça, c'est fascinant si vous rentrez dans les détails. Là, en termes de géopolitique, je trouve ça fascinant. Parce que généralement, si on calque à la position française, on aurait, on va dire, une gauche radicale qui est pro-palestinienne. Ensuite, une gauche qui va jusqu'à Emmanuel Macron, qui essaie d'être dans une logique là de ménager les Palestiniens et les Israéliens, et une droite qui elle est plutôt ouvertement pro-israélienne. Donc ça c'est pour la France. Mais cette grille de lecture gauche palestinien, droite israélien, elle ne fonctionne pas au niveau de l'Union européenne. Parce que l'Allemagne, par exemple, même si c'est un gouvernement de coalition, Olaf Scholz, il appartient à l'équivalent des socialistes allemands, donc il est plutôt de gauche. Et pourtant, là, le poids du passé, de la culpabilité de l'Allemagne aussi vis-à-vis du génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, fait que l'Allemagne adopte très 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 souvent un point de vue pro-israélien. Bon, par contre, pour la République tchèque, pour la Hongrie, c'est plutôt effectivement une proximité, c'est des gouvernements qui ont une idéologie assez proche de celle de M. Netanyahou. Mais pour l'Irlande, vous voyez, ce qui est particulier, c'est que l'Allemagne est de gauche, mais elle va être pro-israélienne, vous voyez ici, et l'Irlande est plutôt dirigée par des centristes centre-droit, et elle est pro-palestinienne. Et ça, c'est lié aussi, tout comme il y a le poids de l'histoire pour l'Allemagne, mais le poids de l'histoire pour l'Irlande. L'Irlande, c'est un pays qui s'est construit sous l'idée d'une occupation britannique, qui est encore très forte dans l'identité irlandaise, et qui, du coup, provoque chez une partie de la population irlandaise un sentiment d'empathie avec ce que vivent les Palestiniens. Bon, et par contre, l'Espagne, c'est un gouvernement de gauche qui doit faire alliance avec même une aile de gauche radicale qui, elle, est très ouvertement pro-palestinienne. Donc vous voyez que le Conseil européen est divisé, donc il est peu probable qu'il arrive à être audible sur cette question-là, c'est-à-dire à dire une chose, à proposer un plan de sortie, à proposer quoi que ce soit. Surtout que généralement, quand le Conseil européen doit statuer de quelque chose, il doit le statuer à ce qu'on appelle la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États de l'Union européenne, et que ces 55% des États représentent 65% de la population. Donc en gros, retenez juste une chose, si vous n'avez pas envie de voir mon chapitre 4 de la GGSP, mais je vous invite à le voir, c'est que le Conseil européen a du mal à parler d'une seule voix, et là c'est visible sur cette question, mais comme sur beaucoup d'autres. Alors, on peut maintenant se poser aussi la question de l'ONU. Que peut l'Organisation des Nations Unies? Et là, il y a peut-être un coup habile que joueront la Russie ou la Chine. C'est-à-dire déposer un texte proposant une intervention de l'ONU pour s'interposer, qui serait favorable aux Palestiniens et donc plutôt défavorable aux Israéliens. Mais c'est un petit peu comme lorsque les États-Unis ont demandé à l'ONU de condamner l'attaque russe contre l'Ukraine. De toute façon, pour une intervention militaire des casques bleus de l'ONU, il faudrait qu'aucun membre du Conseil de sécurité ne s'y oppose. Or, le Conseil de sécurité permanent de l'ONU, c'est la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais alors pourquoi je dis que c'est un habile coup diplomatique? Eh bien parce que si la Chine ou la Russie oblige finalement le Conseil de sécurité à se prononcer là-dessus, eh bien ça obligerait quelque part la France, le Royaume-Uni et les États-Unis à sortir de leur posture de médiateur et à voir s'ils prennent directement le camp d'Israël ou pas. Et il est quasiment certain que au moins l'un de ces 3 pays, et très probablement les États-Unis, mettrait leur veto là-dessus. Alors à ce jour, ils ne l'ont pas encore fait, peut-être aussi parce que la Russie et la Chine sont prudents quant au retour de bâton qu'on pourrait leur faire, c'est-à-dire comment les Tchétchènes et les autres minorités musulmanes sont traités en Russie, plutôt assez durement, hein. Comment les Ouïghours sont traités en Chine, plutôt durement aussi. Donc si finalement la Chine ou la Russie
défendent la cause palestinienne, ce n'est pas tant par un amour des Palestiniens ou des musulmans, mais plutôt pour affaiblir diplomatiquement les États-Unis et le bloc occidental. Donc voilà, ne soyons pas naïfs sur ce coup diplomatique qui pourrait se jouer à l'ONU. Bon, j'essaie de vous dire quelques petites choses. Je n'ai pas la légitimité d'être un chercheur sur cette question. Donc si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est juste parce que je pense que le seul petit mérite que l'on peut me trouver est d'essayer de vulgariser, rendre intelligible et simple des choses complexes, mais forcément pour cela je suis obligé de simplifier. Donc si dans les commentaires vous me mettez des commentaires appropriés, qui ne tombent pas sous le coup de l'antisémitisme ou du racisme, mais qui essaient d'être mesurés et factuels, eh bien je les publierai. Voilà, je ne suis pas là non plus pour susciter des débats passionnés sur les commentaires, et de toute façon je les vérifie à chaque fois avant de les valider. Mais si vous voulez creuser un peu plus loin, eh bien voici les cas de figure que je vous propose. Frédéric Ansel, Bruno Tertré, Pascal Boniface en tant que géopolitologue français. Pascal Boniface est connu pour un engagement pro-palestinien. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Et en tout cas, il justifie le fait qu'il ne soit plus invité sur les médias publics type France Inter, France Culture, à cause de son positionnement pro-palestinien. Voilà, il a fait une vidéo sur YouTube l'expliquant. Il n'empêche, en dépit de ce côté pro-palestinien, ça reste un géopoliticien reconnu, notamment dans ce qui touche à la géopolitique du sport. Bon, et enfin, l'émission que j'adore, vraiment, que je vous recommande, Le Dessous des cartes, sur Arte, et qui en plus offre l'avantage d'avoir un point de vue franco-allemand sur la question. Donc voilà, je vous recommande cela. Je vous montre, voilà, pour Frédéric Ansel, son atlas géopolitique d'Israël. Pour Bruno Tertré, qui écrit notamment dans DiploWeb. Bon, voilà, le dessous des cartes, vous le trouverez sur Arte Vidéo, aussi sur YouTube. Voilà, énormément d'émissions intéressantes avec des formats, avec des durées différentes qui vont de 3 minutes, 13 minutes, 30 minutes, qui permettent finalement d'approfondir plus ou moins vos questions. Et enfin, Pascal Boniface, un directeur de l'IRIS, et qui a aussi une chaîne de vulgarisation sur YouTube de bonne qualité, même si, comme je vous le dis, c'est peut-être celui qui prend le plus le parti parmi les noms que je vous propose. Alors, je ne connais pas, je préfère dire, je ne connais pas l'engagement politique de Frédéric Ansel et de Bruno Tertré, mais voilà, pour avoir lu ou écouté leurs interviews, je les ai trouvés plutôt mesurés et intéressants. Donc, si je synthétise, il est possible d'avoir une grande pluralité d'opinions concernant finalement l'affrontement entre le Hamas et Israël. Attention cependant à ne pas sombrer ni dans l'antisémitisme ni dans le racisme. Et quel que soit aussi votre positionnement, attention aussi à ceux qui vont tout de suite traiter leurs contradicteurs d'antisémites ou de racistes pour mettre fin au débat. Oui, il faudra en revenir au plan de partage de 1947. Ah oui, mais ça c'est antisémite de dire ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile d'utiliser cette carte de l'antisémitisme ou du racisme anti-arabe pour ne pas entendre les arguments. Vous avez aussi parfaitement le droit de ne pas avoir d'opinion. Moi, à titre personnel, je ne suis pas certain même d'en avoir une opinion là-dessus. En tout cas, j'estime que je n'en sais pas assez encore sur tous les enjeux pour pouvoir affirmer avec bec et ongle, me situer sur un de ces points. Donc ça aussi, je pense que c'est important de la part d'un enseignant de vous montrer cette démarche d'humilité, que déjà admettre que l'on ne sait pas, c'est déjà faire un pas vers le savoir. Et c'est ça l'école de la République, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre comme espérance, et ce qui fait que je me lève chaque jour pour aller en cours et parfois faire quelques petites vidéos. Commençons par reconnaître qu'on ne sait pas, que les choses sont complexes, que s'il y avait une solution qui pouvait s'écrire sur un tweet, ça ferait longtemps qu'elle aurait été trouvée. Et une fois
que l'on a réussi à admettre sa propre ignorance et que l'on arrive à accepter la pluralité des points de vue, et bien là, déjà, on est en marche vers quelque chose qui peut être intéressant et qui surtout met de côté la violence. Voilà, sur ce, continuez à vous intéresser à cette question-là, mais à vous intéresser avec des sources fiables, que le fait de vous intéresser à ce conflit ne vous empêche pas d'étudier d'autres conflits tout aussi intéressants ou aussi scandaleux puisqu'ils touchent des populations civiles. Je pense au conflit russo-ukrainien, je pense aux Ouïghours persécutés en Chine, je pense aux Rohingyas en Birmanie, je pense aux chrétiens d'Orient aussi, à la situation dramatique en Syrie, en Libye, en République démocratique du Congo. Bon bref, les exemples ne manquent pas. Les exemples aussi de potentielles crises, comme Taïwan, qui est convoité de plus en plus farouchement par la Chine. Donc voilà, nous vivons dans un monde complexe, dans un monde instable. Le seul moyen d'éviter qu'il ne se défasse, c'est d'essayer d'apporter de la compréhension et d'apporter des mots à la place de la violence. En tout cas, c'est dans cette espérance-là que je clôture ma vidéo et que je vous invite à réagir, si vous le souhaitez, toujours dans le respect de l'opinion d'autrui.